Le château de Metz n'existe plus. Une terrible nuit d'incendie, en 1871, nous a définitivement privés de sa présence. Le souvenir de son histoire, attaché aux glorieux personnages qui en ont été les dignitaires, n'en demeure pas moins. Thierry Citron a consacré de nombreuses années à en rassembler la galerie des portraits. Voici l'enregistrement de sa conférence, donnée le 2 juin 2023. Le château a brûlé un certain soir de décembre 1871. Ça n'a rien à voir avec la Commune de Paris, mais c'est la même année. Et quelques années plus tard, il a été vendu à démolition, donc il reste absolument rien. On va simplement dans la cour de la ferme du château pour se rendre un peu compte de l'emplacement. Et ici dans Metz, enfin... Non, ça, dans Metz, non, ça, j'ai rien trouvé. Je pense que si c'était dans Metz, j'aurais mis la main dessus. Hein. Voilà, c'est par là. Restez groupir. Voilà. Malheureusement, j'ai la recommandation n'approchez pas du pigeonnier parce qu'il est en ruine. Ça peut être dommage. Ah ben ça va pas là, vous êtes là devant le seul vestige debout de ce qu'on peut appeler le domaine seigneurial. Je ne veux pas dire le château. Le château était derrière les 3 ou 4 arbres que vous voyez là au nord. Hein. Le château était là, dans la proximité de ce qu'on appelle la ferme du château ou la basse-cour du château. Hein. Le pigeonnier a été debout jusque vers 1995 ou 16, je crois, puis un beau jour, je crois, il y a un orage sec et la foudre s'est abattue dessus et le toit s'est effondré. Bon, il est encore à peu près debout. Pour combien de temps, j'en sais rien. Dans une époque révolue où j'ai été élu de Metz, j'avais entrepris de faire sa restauration, il y avait des dossiers. Puis, bon, peut-être d'autres saisiront l'occasion un jour. Et on peut penser à quelle époque à peu près? Alors le pigeonnier n'est pas, un pigeonnier comme ça, c'est pas très vieux, c'est 18e siècle. Hein. C'est 18e siècle, et alors il y a ces entourages de pierre, ça porte un nom en architecture, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, c'est un corbeau peut-être, oui. Et c'est destiné à empêcher les rats de pénétrer dans le pigeonnier. Donc, tu veux dire... Oui. C'est les redans, ça s'appelle. Oui, peut-être, c'est plutôt un redans. Oui, voilà. Les corbeaux, c'est rond. Ouais. C'est un privilège. S'il y a une ferme avec un pigeonnier, ça veut dire que c'est une ferme noble. Hein, donc attaché à un château, attaché à un titre, attaché à des privilèges. Enfin, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure dans la salle de la mairie. Voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin pour le château puisque en fait, on ne voit absolument plus rien. Puis M. Denis va dire non, je ne tiens pas à ce que vous alliez par là parce que il y a des gens qui... Cet espace est intact, hein. Les murs sont en ruine, mais bon, on ne voit plus les allées rayonnantes à l'intérieur du parc. Hein. Il a été abattu, les arbres ont été abattus, c'est repoussé plus ou moins à la sauvage. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle la garenne du château, donc c'est là qu'on chassait les lapins, vraisemblablement. Hein. Et là, le verger du château, et avec un vivier. Il y a sur d'autres plans, on voit qu'il y avait un vivier là. Voilà.
Et le château, vous le situez où? Le château, Alors le château, voilà, on voit, c'est marqué château. Ah oui, c'est ça. Et il est là, on va dire entre le hangar là et les arbres, les Et il noyers là a qui sont. totalement brûlé parce que c'est grand quand Oui, même. C'est grand, oui. Mais... il en restait des choses sûrement, mais il a été vendu à démolition. Oui, c'est ça. Voilà, les gens n'avaient pas, on n'avait pas, vous savez, hein, le respect du patrimoine qu'on a aujourd'hui, C'est tout nouveau. ça a 100 ans. Hein. Vous savez ce que c'est, la robinerie, là? La robinerie, c'est un lieu où il y a des robiniers. Oui, mais la maison, là. Alors c'est parce qu'il y avait une petite ferme. Ah oui. Il y avait une petite ferme, on en a des traces, on sait que c'est en fermage au seigneur. Sur le plan, là, on voit pas encore le pigeonnier. Le pigeonnier était... Il est là. D'accord. Il est là. Ces bâtiments-là sont récents. Ils sont sûrement fin 19e. Cette cour, vous voyez, ce mur est très ancien par contre. Hein. Ça, c'est la cour, c'est la basse cour de la ferme originale. Et ces granges-là sont très anciennes. Je suis rentré dedans, il y a des charpentes magnifiques. Hein. Voilà. Avec des contreforts sur les murs. Hein. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Non, là c'est la route de Courtille. Oui, mais d'accord. Oui. Et comment je veux dire, la rue, vous voyez, la route de Gironde, la route de la Ferté-Alais, qui s'appelle la rue du cul-de-sac à l'époque, s'incurve et hop, on passe, vous voyez, elle n'est pas toute droite comme aujourd'hui. Hein. Hop, voilà. Et là, il y avait une porte de ville. Hein. Mais ça, c'est une autre affaire. Je ne vais pas m'engager dans l'histoire de la ville fortifiée de Metz. Je vous ferai un autre cours, un autre jour sur la ville fortifiée de Metz. Ça mérite parce que c'est intéressant. Voilà. Fidèle à ce que j'ai fait mettre sur les affiches, c'est-à-dire que je vais vous parler du château, du bâti, le château de Metz. Je vais vous parler de la seigneurie de Metz, c'est-à-dire tous les privilèges, tout l'aspect foncier, tout l'aspect vassalité de ce que c'est que la seigneurie de Metz dans toute l'architecture de la féodalité et de l'Ancien Régime en France. Et puis après, je vous parlerai des seigneurs de Metz. Et il y en a une certaine quantité, et parfois l'histoire est assez romanesque ou tragique. Hein. On verra, à mon avis, c'est assez intéressant et c'est inattendu. Alors, le château de Metz s'est appelé à l'origine le château des Murs. Si vous consultez toutes les archives, ce château est qualifié de château des Murs de Metz. Le seigneur est seigneur des Murs. Et on fait bien la différence parce que, en fait, c'est un château qui est hors la ville. Sans jeu de mots, hors les murs, si vous voulez. Hein. La ville est comprise et entretenue, administrée par d'autres seigneurs, qui sont des seigneurs religieux. Le prieur de Saint-Médard et le prieur de Saint-Éloi de Paris. C'est un grand prieuré qui était en face de la Sainte-Chapelle et qui avait, on va dire, une de ses succursales, une de ses maisons des champs à Metz. Et c'est eux qui ont beaucoup administré la ville de Metz. On disait ainsi, la ville de Metz. Et puis vous verrez que les seigneurs, à un moment donné, ont racheté, ont repris les privilèges et les revenus de ces fondations religieuses et sont devenus carrément et complètement les seigneurs de Metz. Mais c'est au bout d'un certain temps, hein. Ça n'est intervenu qu'au XVIe siècle. Alors je vais vous donner la lecture de la description du château. Hein. Ce château a été vendu à la Révolution et à ce moment-là, on a dressé un inventaire très précis de la façon dont était constitué ce château.
Le château et manoir du ci-devant fief des Murs de Metz est composé de 3 grands corps de logis, bâtis à la moderne. Ça veut dire, si on regarde les cartes, à mon avis, c'est qu'il y avait des toits à la mansarde, hein, se tenant l'un à l'autre, se communiquant par un corridor qui règne sur pourtour de 3 corps de logis, tant par le bas que par le haut. Le rez-de-chaussée est composé d'un vestibule, antichambre, salle de bain, salle à manger, salon de compagnie, petite salle de billard, chambre au linge, chambre de la menuiserie, office, cuisine et logement de concierge. Et par haut, 15 chambres de maître, ayant pour la plupart antichambre, cabinet et garde-robe, grand escalier pour y monter et petit escalier de dégagement grenier dessus, couvert d'ardoise, cave dessous. Autrefois, on disait qu'on pouvait encore entrer dans les caves du château. J'ai entendu des gens qui me racontaient ça dans ma jeunesse. Séparés de la basse-cour où nous étions par une grande grille et porte de fer, avant-cour dans laquelle on s'introduit de la rue par une porte et grille en fer, dans laquelle avant-cour à main gauche est un puits et une laiterie couverte en dalle, à main droite une première cour dans laquelle est un colombier couvert, 4 remises servant actuellement de bergerie, petite grange, écurie à côté, grenier dessus, tous les 10 bâtiments couverts de tuiles pour la ferme. Couverts de tuiles, une seconde cour dans laquelle il y a un fournil servant aussi de chambre à lessive, chambre au-dessus, remise, écurie, sellerie, grenier dessus, une grange de 5 espaces, poulailler et toit à port y tenant. Tous les 10 bâtiments couverts de tuiles. Je continue parce que c'est pas fini, il y a une description du parc. Je ne vous lirai pas tout l'acte parce qu'on y passera 1 heure, mais le parc c'est pas mal non plus. Le parc tenant aux 10 châteaux, contenant avec l'emplacement des bâtiments environ 30 arpents, c'est toujours la même superficie aujourd'hui, c'est 15 hectares, hein. Clos de murs, ayant plusieurs sorties par des portes en plein bois et en grille de fer, le tout parc planté en différentes espèces de bois et percé. Voilà, j'en ai à peu près fini pour la description. Après, il nous parle de la maison de la robinerie. Quelqu'un a fait allusion tout à l'heure à cette petite ferme qu'on voit sur le plan. Ça s'appelle la ferme de la robinerie, puisque là où j'habite, c'est le lieu dit la robinerie, hein, du nom des robiniers, les arbres, les acacias. Les acacias en France sont des robiniers. Voilà, alors, ça c'est... Oui, alors, les vrais acacias sont en Afrique, mais on les appelle quand même les acacias, alors que ce sont des robiniers. Faux acacias. Voilà, c'est symbolique. Donc, la ferme actuelle de monsieur Denise, et cette ferme, voilà, qu'on appelle, les historiens appellent ce genre de ferme la réserve. C'est le bien propre du Seigneur, qui nourrit le Seigneur, et c'est en même temps le lieu du receveur fiscal, puisque, je vais tenter de vous l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais un château, c'est aussi un pouvoir fiscal sur toute une population, et le fermier du Seigneur est fermier receveur, c'est-à-dire qu'il s'assoit à une table, il reçoit les impôts, et il reçoit les contributions, et il délivre un titre, un reçu à la place, voilà, et un dénommé Perdu. Le sieur Perdu a été le dernier fermier receveur de Metz et est devenu ensuite un des tout premiers maires de la commune de Metz à la Révolution. Et il y a les terres qui sont autour de cette ferme, mais il y a aussi ce qu'on appelle la censive. La censive, je vais l'écrire comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté.
censive, c'est la terre qui est concédée à des agriculteurs. Ils sont un peu mieux que des locataires, si vous voulez. Ils ont un bail de génération, un bail amphithéotique. Ce bail est transmissible, ce bail peut être vendu à un autre, mais néanmoins, ils ne sont pas propriétaires de la terre, ils ont une espèce de concession perpétuelle. Et tout le régime féodal est constitué de ça. Hein. Si vous regardez les... Je parle sous le contrôle de Maître Peigné, n'est-ce pas, hein, je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas. Voilà. Mais ce phénomène de la propriété est très différent avant la Révolution de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pleine propriété. Il y a de la pleine propriété dans la noblesse, mais chez les roturiers, c'est rare. On s'y met petit à petit, mais c'est une notion qui n'est pas dans la coutume. Hein. On achète une maison, mais on achète par le système de la censive ou bail à rente. C'est-à-dire qu'on continue à verser le cens. Ce cens, d'ailleurs, a été fixé au Moyen-Âge, il a été très peu revalorisé, et à partir d'un certain moment, c'est d'ailleurs, on va dire, c'est une des causes de l'appauvrissement de la noblesse à la veille de la Révolution, c'est ces revenus fonciers locaux, agricoles, ne rapportaient plus grand-chose, et il y a eu à ce moment-là quelques problèmes pour l'aristocratie. C'est pas la seule chose qui constitue les privilèges attachés à une seigneurie. Vous savez, il y a le droit de chasse. Personne en dehors de la noblesse n'a le droit de chasse. Il y a quelques franchises qui sont distribuées à des gens avec qui on peut faire plaisir. Je sais que à Milly-la-Forêt, par exemple, il y avait quelques franchises pour aller à la chasse. J'en ai jamais découvert sur Metz. Hein. Apparemment, seul le seigneur avait le droit de chasse, et lui et ses amis, bien entendu. Pour la pêche, c'est pareil. Et le seigneur de Metz a le pressoir banal. C'est-à-dire qu'il y a des vignerons à Metz, c'est attesté, on le sait. Mais si vous voulez faire votre vin, vous allez au pressoir banal chez le seigneur, vous payez et vous faites... vous faites presser votre raisin dans le pressoir banal, rue du Pressoir à Metz. Hein. Voilà, le berceau de la famille, mes ancêtres, est probablement dans la ferme qui a été reconstituée après la démolition du pressoir banal seigneurial de Metz. Il y a aussi un autre titre. Je vais vous les donner, les titres du seigneur. C'est un peu à rallonge, vous allez voir. Le seigneur de Metz est grand voyer. C'est-à-dire qu'il a le droit d'entretenir, il fait entretenir la voirie sur un ressort autour de Metz. Et il y a un travail attaché à la voirie, ça s'appelle la corvée. Les paysans de corvée, eh bien, ce sont ceux qui vont casser des cailloux et empierrer, réparer les chemins du village, de la ville de Metz. Hein, voilà. Alors, ces seigneurs, à un moment donné, ça se passe surtout au XVIe siècle, ils ont... en face d'eux, un pouvoir religieux qui est en difficulté, qui a besoin de... On finance les guerres de religion à ce moment-là, et on a besoin de... Le roi demande à réunir des sommes d'argent pour la guerre, et on met les biens religieux en commande. Je vais l'écrire aussi parce que ça, c'est pas du tout... La commande avec un E et deux M. Et alors donc il y a des religieux comme mandataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne viennent pas sur place et ils touchent les bénéfices. Et oui, ça date de ce temps-là. Et c'est à ce moment-là que le seigneur laïque, c'est Hureau à ce moment-là, il ramasse tout ça et il devient le seigneur comme mandataire, prieur de Saint-Médard, et seigneur de Saint-Éloi de Metz.
il est comme mandataire. Il touche les bénéfices, et c'est de cette époque que date ce qu'on appelle, pour le clergé, la portion congrue. La petite portion qu'on donne quand même au curé pour qu'il vive et qu'il administre son ministère, hein, et c'est ce qu'on a appelé la portion congrue, voilà, jusqu'à la Révolution. Le seigneur de Metz n'a pas des grands droits de justice, il n'a que la moyenne et basse justice, alors que le prieur de Saint-Éloi, il a la haute justice. Hein. C'est bien signe que c'est lui qui administre la ville en particulier. Donc, haute justice, ça veut dire qu'on a le droit, en cas de crime, de prononcer la peine de mort. Hein. Basse justice, c'est simplement des amendes. On va dire c'est du correctionnel, du civil. Féodal. La seigneurie de Metz n'est pas... Le seigneur de Metz n'a pas un galon de noblesse très élevé, hein, il est écuyer. Et la seigneurie de Metz doit l'acte fondamental de foi et hommage à son supérieur, dans la vassalité, hein, et chez nous, c'est le comte de la Ferté-Alais. Le comte de la Ferté-Alais, grand dignitaire, et qui à un moment donné cède au roi de France, et donc le fief de Metz est mouvant directement à la couronne. C'est marqué dans cet acte-là, que je vous ai pas lu en entier, mais c'est clairement dit, on le sait un peu, mais là on en a la preuve, c'est-à-dire que le supérieur hiérarchique de l'écuyer à Metz, c'est le roi. Mouvant directement à la couronne. Ce qui n'empêche pas le roi de donner le comté de la Ferté-Alais en apanage, c'est-à-dire que c'est une espèce de concession du vivant à un grand dignitaire, un prince du sang. Les Vendômes, par exemple, qui sont cousins du roi de France, sont seigneurs d'Étampes et de la Ferté-Alais. Hein. Je ne sais pas si on les voit très souvent dans le quartier, quelquefois peut-être, mais voilà. Ça, c'est ce système des apanages, pour le meilleur et pour le pire, mais enfin, ça va régenter pas mal de choses dans l'histoire. À voir comme relation avec le comte de la Ferté, avant que ce soit le roi de France qui reprenne le titre, c'est-à-dire au XIe ou XIIe siècle. Le comte de la Ferté-Alais est chevalier. Les chevaliers sont partis à la croisade. Et il est très probable que, comme écuyer, l'écuyer, seigneur de Metz, ait accompagné le seigneur de la Ferté aux croisades. Et j'ajoute à la fameuse croisade des Albigeois contre les hérétiques cathares du sud de la France. Surtout que le seigneur de la Ferté est un cousin de Montfort. Hein. Simon de Montfort, qui a causé beaucoup de destruction, de cruauté entre Toulouse et Béziers au XIIIe siècle, a un cousin qui est seigneur de la Ferté-Alais, et peut-être que l'écuyer de Metz, a participé à tout ça. De même que on dit qu'un des seigneurs, un certain Guillaume des Barres, était, quand il avait le temps et qu'il voulait s'amuser, un grand amateur de tournois qui rompait des lances contre Richard Cœur de Lion. N'est-ce pas? Rien que ça. Et alors peut-être que le seigneur de Metz a porté les chevaux et les boucliers à Guillaume des Barres, rompant des lances contre le roi d'Angleterre. Il n'y a pas de preuve, hein, ce que je vous dis, mais c'est quand même assez vraisemblable. C'est quand même assez vraisemblable. Voilà, et puis, dans toute cette histoire,
les seigneurs s'appauvrissent quand on arrive à la guerre de 100 ans. Ce phénomène du cens, de l'impôt du cens, s'appauvrit, il n'est pas revalorisé. La guerre coûte cher parce qu'il faut s'équiper, il faut avoir une armure, l'armure coûte très cher, il faut ramasser, il y a une espèce de conscription déjà sous l'Ancien Régime. On va ramasser des gens pour constituer ce qu'on appelle la lance, c'est-à-dire une petite troupe qui accompagne le chevalier et qui va à la guerre. Hein? Sous l'Ancien Régime, enfin au Moyen-Âge, on ne fait pas la guerre avec une stratégie et des corps d'armée très bien constitués. Il y a surtout des chevaliers qui chargent avec le roi. C'est ce qui provoquera quelques gros désastres dans l'histoire de France, comme Azincourt par exemple. Hein. Mais c'est ça. Ces chevaliers du roi de France sont des gens un petit peu trop conservateurs qui ne savent pas très bien qu'en face les Anglais ont des compagnies d'archers et que les archers tirent sur les chevaux avant qu'ils arrivent au front et c'est comme ça que la noblesse de France fut décimée à plusieurs reprises avant qu'elle se mette à concevoir des armées plus modernes. Hein. Voilà, je vous dis des choses qui sont un peu en dehors de la seigneurie de Metz, mais je pense que ça vous situe assez bien, l'espace. Donc maintenant à l'énoncé de tous les seigneurs que nous connaissons. Moi, d'après les documents que j'ai consultés depuis un certain temps, je remonte au XIVe siècle, un certain Girard de Metz, auquel succède un certain Gilles Montalan, époux d'Alix, fille de Girard. Nous sommes encore à la fin du XIVe siècle. Hein. On est au début de la guerre de 100 ans et à l'époque où la peste sévit dans la région, hein, qui a créé beaucoup de dégâts. Et puis après, on s'aperçoit, on ignore ça, mais c'est assez curieux, le fief de Metz échoua à un prêtre. Voilà, le prêtre Bourron, seigneur écuyer de Metz. Et puis ensuite, on trouve tous les pokers. Alors, je me tourne vers Bernadette et Xavier Christ. Ouais, les pokers dont vous parlez aussi, vous, très souvent, eh bien, ils viennent aussi ici. Il y a toute une lignée de pokers. Les pokers sont curés de Saint-Basile à Étampes et de l'église paroissiale de Tousson. Voyez. Et en même temps, ils sont seigneurs nobles et... Voilà, on ne s'attend pas à ça, mais c'est comme ça que ça se passe. On est aux environs de 1490. On est aux environs de 1490 à ce moment-là. Et puis il y a une transaction, un partage, et le dernier des Pokers, Louis Poker, partage son domaine avec un certain Gilles de la Motte. Les de la Motte reste seigneur de Metz jusque vers 1530, et à ce moment-là arrive, on va dire, une autre société. Les Aubraud, les seigneurs locaux, probablement appauvris, s'effacent et arrive la famille Hureau. Les Hureaux sont des gens, ne sont pas des gens de noblesse d'épée, ce sont plutôt des gens de noblesse de robe, c'est-à-dire des parlementaires, des officiers royaux. Et voilà, je vais vous donner une petite notice, je vais vous lire une petite notice sur les Hureaux. La maison noble des Hureaux a pour fondateur Raoul, seigneur de la Grange, en Sologne. Voilà, seigneur Sologno. Mais celui qui fait la renommée de cette maison est son fils Jean, qui sert de banquier au roi Louis XII, et reçoit de lui en contrepartie de nombreuses faveurs. Raoul a 3 fils, l'aîné est la souche des Hureaux, les Hureaux de Vibrail.
Le second est fondateur de la branche des Hureaux de Cheverny, c'est le château de Cheverny, et les seigneurs actuels de Cheverny, vous savez, Cheverny c'est privé, et les actuels seigneurs de Cheverny sont des descendants des Hureaux. Hein. Les Hureaux de Cheverny comptent un chancelier de France sous le règne de Henri III et plusieurs hommes d'État. La troisième branche, c'est la branche des Hureaux de Boitaillé, et c'est la nôtre. Hein, les Hureaux à Metz sont les Hureaux de Boitaillé. Si on connaît bien Vibrail et Cheverny, on a de la peine de nos jours à situer où est Boitaillé. Déjà au XIXe, le lieu-dit ne figurait plus sur les cartes. Rien de surprenant, c'est un petit fief sans château ni manoir, situé dans la Beauce, au nord de Pithiviers. Donc, pas bien loin d'ici, quoi. Hein, sur la commune de Mainvilliers. Plusieurs actes le citent. Le fief de Boitaillé dépend de la terre de Wainville. Ça doit vous dire, ça nous dit quelque chose. Hein, ça nous dit quelque chose. Et donc, il cite acte de foi et hommage rendus par Robert Hureau pour le fief de Wainville par le prieur du prieuré Saint-Sanson d'Orléans. Je profite de cette histoire de foi et hommage. J'ai un petit peu oublié ça tout à l'heure. Vous pouvez le faire passer. C'est les archives de la commune de Metz. Hein. C'est sûrement l'acte le plus ancien. Il n'est pas parti aux archives de Chamarande. C'est un acte de foi et hommage rendu. Tu le fais passer au tour et au suivant. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient, on prend les mains du Seigneur et on lui dit « Je suis votre serviteur, acte de foi et hommage ». Voilà. Alors je vais un petit peu entrer dans le détail de ce qui s'est passé avec les Hureaux. On a d'abord Nicolas Hureau, aux environs de 1550. Et puis après, arrive quelqu'un qui va se faire appeler Monsieur de Metz, et qui est André Hureau de Metz. Alors, ce personnage est assez important. Il est ambassadeur du roi de France à Venise, puis ambassadeur du roi de France à Londres. Et à ce titre, il entretient des rapports. Vous savez, l'ambassadeur, aujourd'hui avec Internet, l'ambassadeur est toujours en relation. Mais à cette époque, il partait avec une lettre de créance et puis il était un petit peu le plénipotentiaire du roi dans le pays où on l'avait nommé. Et cet homme, André Hureau de Metz, entretient des relations très intéressantes qui sont consignées dans des lettres. Hein. Hureau de Metz rencontre Élisabeth Ier d'Angleterre et discute avec elle de cette fameuse alliance de la France et de l'Angleterre contre l'Espagne qu'on a parfois réussi, qui a parfois échoué, qui finit souvent assez mal, mais enfin, bon voilà, Hureau est là pour ça, il négocie. Et alors il y a dans des revues de sociétés savantes du 19e siècle, des choses très intéressantes. Hein. On voit un certain monsieur là, habillé au XVIe siècle, c'est Hureau de Metz, et là c'est la reine d'Angleterre. Ouais. Bon, c'est dans un style, très troubadour au XIXe siècle, hein, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé vraiment, mais voilà, c'est une illustration, ça mérite, si un jour on fait un petit bouquin sur Metz, on ne manquera pas de montrer Hureau de Metz en discussion avec la reine d'Angleterre de l'époque. Alors Hureau de Metz, c'est très intéressant, c'est un collectionneur en même temps. Hureau, pendant sa carrière en Italie, a accumulé des manuscrits et des livres qui remontent à très loin. Ce sont des choses qu'il a achetées à un cardinal, Grimani, mais Grimani les avait achetées à Pic de la Mirandole. C'est pas rien, hein, Pic de la Mirandole, le grand humaniste, l'homme le plus intelligent de son siècle. On dit les Italiens, les Français, les Allemands, tout le monde était à genoux devant le savoir de Pic de la Mirandole.
Alors Hureau a acheté des choses, a acheté des textes et des livres qui avaient appartenu à Pic de la Mirandole. C'est tellement bien connu et relaté qu'il y a une historienne qui s'appelle Isabelle de Conillou qui a pondu, qui a écrit un article de Société savante sur toutes les collections des deux frères, il y avait Jean et André Hureau. Et tout ça est conservé à la bibliothèque Mazarine, c'est-à-dire à l'Académie française, si vous voulez, pour faire court. Ce sont des pistes de recherche. Peut-être que dans tous ces dossiers, entre deux pages, il y aurait peut-être des fois un petit dessin du château de Metz, on ne sait pas. Faudra aller, j'ai jamais eu le temps, mais voilà. Alors, Monsieur de Metz a une grande notoriété à la cour. Il a failli être chancelier, mais c'est son cousin de Cheverny qui a été. Il a eu plus de chance que lui. Et quand Cheverny a quitté la chancellerie, il aurait voulu que son cousin André devienne mais ça s'est pas fait. Voilà. Bon, on n'a pas eu un chancelier de France à Metz. Mais on avait quand même le grand voisin Michel de l'Hôpital à l'époque, et d'ailleurs il y a des alliances. Il y a des alliances entre les L'Hôpital et les Hureau. Je vais vous le dire tout de suite à cause de l'héritage après. Et André Hureau est celui que le roi a envoyé, avec sûrement d'autres notables, pour accueillir la future reine de France. La deuxième des Médicis que nous avons eue, après Catherine, Marie, qui s'est mariée avec Louis XIII, est arrivée à débarquer à Marseille, et c'est André Hureau de Metz qui a fait partie des grands dignitaires, des officiers de la couronne qui sont allés l'accueillir. Voilà, c'est relaté, je ne vous raconte pas, c'est pas du roman. Et puis alors, dernier aspect, quand André Hureau est revenu d'Italie, il est revenu avec une fille, voilà. Il avait une enfant naturelle, une italienne, et Marie est devenue Marie de Metz. Et il est très probable, elle a vécu ici. Elle a vécu au château de Metz. Elle a vécu au château de Metz parce que dans cet article d'Isabelle de Conillou, il est dit que Marie de Metz est enterrée à Metz, dans l'église Saint-Médard. Voilà. Alors, j'en termine là avec André Hureau. Je vais quand même vous lire un morceau, je vais quand même vous lire un peu des textes d'Isabelle de Conillou. André Hureau de Metz, AHM, elle l'appelle comme ça pour faire court, et Catherine de Hellin, sa femme, n'eurent pas d'enfants. Après la mort d'André, une série d'actes notariés du début de 1608 permet de comprendre qu'il y eut accord entre Catherine de Hellin et les héritiers naturels de son mari, ses neveux, Hureau de l'Hôpital et Hureau de Boitaillé, enfants de ses frères Robert et Jean, les collatéraux si vous voulez, au terme desquels elle conservait, Marie de Hellin, le domicile parisien de son mari, près des Enfants Rouges, je vais vous en reparler de ça, et elle conservait aussi la seigneurie de Metz. Elle avait eu, c'est un peu compliqué, mais je vais le lire lentement, elle avait eu 2 fils de son premier mariage avec un certain Théodore Berziau, B-E-R-Z-I-A-U. Ses fils sont André et Théodore le deuxième, âgé de 8 mois en 1586, qui s'installèrent dans la succession d'André Hureau de Metz. Le château de Metz appartint dès lors aux Berziau, par un phénomène de translation indirecte, si vous voulez. Ça, c'est les coutumes, c'est les lois de l'Ancien Régime. Le château de Metz appartint dès lors à la famille Berziau, puis à la famille Refuge. Je vous parlerai de tous ces gens. Théodore Berziau est président de Grave, l'honneur du Parlement, dit-on. Oui, c'est vrai. Du Parlement, c'est-à-dire c'est le Parlement de Paris. Un Parlement sous l'Ancien Régime, c'est pas une Assemblée nationale, c'est la Cour de justice.
hein. Les parlementaires, jusqu'à la Révolution, ce sera les juristes, ce sera les juges qui enregistreront les lois du roi de France. Et à un moment donné, là aussi, il y a une translation sans héritier, sans fils direct, et la sœur de ces deux Berziaux, Anne-Marie, épouse un certain Claude de Refuge, et c'est comme ça qu'après les Hureaux, les Berziaux, ce sont les Refuges qui deviennent seigneurs de Metz. Tout ce que je viens de vous raconter me permet encore de refaire une petite incise, et c'est pas inintéressant, c'est tout à l'honneur de l'histoire de Metz, c'est que André Hureau avait un hôtel particulier dans Paris, et ça s'appelait tout simplement l'hôtel de Metz. Et cet hôtel de Metz, on sait où il est, parce qu'il y a plusieurs textes. Il était proche de l'hospice des Enfants Rouges. Alors, l'hospice des Enfants Rouges, c'est tout près de la mairie du 3e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'hospice, mais il y a le marché des Enfants Rouges. Je sais pas, pour les Parisiens, ceux qui ont vécu à Paris, peut-être vous savez, dans ce 3e arrondissement, là, qui est coincé entre la Bastille et le cercle d'hiver, par là, si vous rentrez au-dessus du Marais, hein, dans ce coin-là, très ancien de Paris, vous avez le marché des Enfants Rouges, et c'est là qu'était l'hôtel de Metz, qui a... Bon, les Berziaux avaient aussi... Qu'est-ce qu'il est devenu après? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Là, je suis un peu court là-dessus. Quand a-t-il été démoli? Est-ce qu'il a été modifié? J'en sais... Je ne peux pas vous dire. Avec la même orthographe? Oui, MAI2SE, oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. Alors, les Berziaux, B-E-R-Z-E-A-U ou Z-I-A-U, sont également enterrés à l'église de Metz. Hein. Les seigneurs du lieu, parfois ils ne vivent pas sur cette propriété parce qu'ils en ont d'autres un peu plus flamboyantes, et puis d'autres vivent sur leur terre ici, et on sait qu'André de Berziaux est mort à Metz, c'est écrit notamment dans une histoire qui est conservée à Étampes sur la région. Voilà, et donc j'en arrive maintenant aux refuges. Les refuges, c'est un autre monde, ils sont marquis. C'est une famille qui vient de Bretagne. Et les refuges sont des militaires. Claude de Refuge, Pomponne de Refuge et Henri Pomponne de Refuge. Ça va occuper Metz pendant un peu plus d'une centaine d'années. Pomponne de Refuge est lieutenant général des armées, des gendarmeries royales et maréchal de camp. Et à ce titre, il a eu les honneurs d'être cité, il y a pas mal de lignes, dans les mémoires du duc de Saint-Simon. Voilà, Saint-Simon, le grand Saint-Simon, le mémorialiste de Louis XIV. Hein. Alors je vais vous lire ça quand même, hein, c'est parce que c'est passionnant. Refuge, c'est le nôtre. Mourut en même temps, bon il cite, c'est dans ses mémoires, hein. C'était un très honnête homme et très vertueux, avec de l'esprit, parfaitement modeste, d'une grande valeur, avec de la capacité à la guerre. Il était ancien lieutenant général, gouverneur de Charlemont, et commandait à Metz. METZ, je précise. C'était le plus grand savant homme de l'Europe, en toutes sortes de généalogies, et de tous les pays, depuis les têtes couronnées jusqu'aux simples particuliers, avec une mémoire qui ne se méprenait jamais sur les noms, les degrés, ni les branches, sur aucune date, sur les alliances, ni sur ce que chacun était devenu. Il était fort réservé là-dessus, mais sincère quand il faisait tant que de parler. Il se peut dire que sa mémoire épouvantait.
C'est écrit en vieux français et c'est écrit épouvantuet. Hein? Un courrier qu'il reçut à Metz d'un de ces seigneurs allemands du Rhin en pensa tomber à la renverse en lui rendant son paquet de la part de son maître. « J'ai bien l'honneur de le connaître, lui dit Refuge, et tout de suite lui en détailla toute la généalogie. Il était honorable, mais sobre et fort distrait. Ses valets, quelquefois, en abusaient, et lui portaient tout de suite des 7 ou 8 verres de vin, qu'il ne demandait point, et qu'il avalait sans y penser. Il se grisait de la sorte, et quand cela était passé, il ne comprenait pas comment cela lui était arrivé. Il était vieux. Il laissa une fille mariée au fils unique du comte du Luc, autre branche, et un fils unique, c'est le nôtre, non marié, aussi vertueux que lui, aussi brave, et qui sert d'officier général avec réputation, mais qui, avec la même modestie, n'est pas si généalogiste. Voilà. Après ça est rendu hommage. Et alors ceux qui sont montés il n'y a pas bien longtemps dans le clocher ont vu la cloche. Moi j'y monte pas parce que j'ai le vertige, mais vous qui êtes montés à l'échelle, vous avez vu, il y a une inscription sur cette cloche. Hein, il y a le baptême de la cloche et c'est Refuge. C'est Refuge qui était là, et vous avez le blason de Refuge, qui n'est pas celui de Metz, hein, c'était le seigneur d'avant. Vous avez le blason de Refuge sur la cloche. Hein, le blason de la famille de Refuge. Il meurt en 1769. Les héritiers, il y en a toute une tapée, des grands noms de France, des Gontaut de Biron, des Vintimille, etc., des Nicolaï. Mais Nicolaï était seigneur à Courance, hein, donc on comprend un peu mieux. Tous ces gens vendent la terre de Metz, et cette terre est achetée par un certain Jean-Joseph Bataille de Française d'Aville. Un nom très à rallonge, je peux vous en dire 2 mots. Jean-Joseph Bataille de Française d'Aville, c'est moins glorieux si on veut, mais ça a quand même son importance. Je vais vous lire autre chose. Sur Bataille de Française d'Aville. C'est dans un bouquin d'histoire, mais écrit pas par n'importe qui, par Edgar Faure. Et ça s'appelle La disgrâce de Turgot. Donc on est sous le règne de Louis XVI. Et voilà ce que Edgar Faure raconte sur Française d'Aville. Turgot disposait aussi d'un conseiller personnel pour les affaires extérieures en la personne d'un diplomate ami, Bataille de Française d'Aville, qui était alors ministre à l'ambassade de Londres. Ministre, ça n'a pas le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plénipotentiaire, si vous voulez, homme qui a pouvoir à l'ambassade. Il est le frère de l'une des grandes amies de Turgot, Madame Blondel, dont le mari avait lui-même appartenu à la carrière diplomatique avant de devenir avocat. Ayant servi à Londres, il figurait sur la liste des personnes recommandées à Marie-Antoinette par l'impératrice Marie-Thérèse. Il était aussi l'ami de Véry et de Malesherbes, Lamoignon de Malesherbes, seigneur de Malesherbes à côté, qui sera le dernier défenseur de Louis XVI avant de monter sur l'échafaud. Hein? Turgot utilisait déjà Française depuis Limoges, je ne sais pas pourquoi, pour sa correspondance. Avec Hume, dignitaire ministre britannique, hein, et pour se renseigner sur le cours international des céréales. Il plaçait en lui une confiance totale et il essaya de le pousser au ministère, sans succès. Française d'Aville, Française d'Aville est, on le sait par l'acte dont je viens de vous lire la description pour le château, hein, Française d'Aville est receveur du Soissonnais, région une des plus riches du royaume. Enfin, c'est les terres seigneuriales qui font déjà 300 hectares avant la Révolution. Hein. C'est considérable. Et il est le receveur, c'est lui qui collecte les impôts pour le roi.
Et puis, voilà, donc il achète cette seigneurie de Metz. Je pense qu'il s'en est occupé assez bien parce que c'est lui qui fait faire ce plan. Hein. C'est lui qui fait faire cet autre plan monumental que nous avons déplacé à peu près 3 fois à Metz. Hein. Patrick s'en souvient très bien parce que je me souviens, c'est lui qui l'a accroché au mur ici. On l'a accroché pour la Sainte-Catherine. Hein. Je crois qu'il est venu 2 fois pour ça. C'est un plan monumental, il fait 3 mètres de large hein, quand il est sur nature, et c'est le plan terrier de Metz. Vous avez tout là-dessus, vous avez tous les noms de lieux-dits, les terroirs, comme on dit, les terroirs, les lieux-dits, les chantiers de Metz. Voilà, Française d'Aville, oui, je ne vous ai pas dit cette chose, mais il est probable qu'avec un nom comme ça, c'est une famille de nobles, originaires du nord de l'Espagne, Davila, et française. Ça voudrait dire que c'est un noble d'origine juive, converti au christianisme, française. Hein, voilà. Et voilà, donc c'est le cartouche. Hein, le cartouche de ce plan. Ça va vous redonner, ça va vous faire une piqûre de rappel de tout ce que j'ai dit au début de mon exposé. Plan des terres, fiefs et seigneuries de Metz, virgule, Saint-Éloi, les murs, le nom primitif du château, les graineries, c'est le nom qu'on donnait à la seigneurie du prieuré Saint-Médard, du dit Metz. Seigneur de la Maison Blanche, c'est un tout petit fief rattaché au château de Bonheur, sûrement à la fin du Moyen-Âge. Seigneur de Courty, de la Grande et la Petite Chartrie, hein, les fermes qui sont au nord de Courty. Le Fourcheret, Rivière, La Folie, Tramerolle, appartenant à Jean-Joseph Bataille de Française d'Aville, écuyer, seigneur grand voyer de Metz, j'en ai parlé, grand voyer, et il avait acheté aussi les seigneuries de Prunay, de Bunot, de Boigneville, de Saint-Val, et dépendances. Haut, moyen et bas justicier. Il pouvait se flatter d'être haut justicier parce qu'il avait racheté la seigneurie de Saint-Éloi. Mais autrement, la seigneurie des Murs n'avait que le droit de moyenne justice. Hein. Puis en 1792, bon, sûrement il a besoin de se mettre à l'abri. J'ai pas trouvé dans la liste des guillotinés de Française d'Aville. S'il y a une dame Française d'Aville, peut-être est-ce sa sœur, je ne sais pas. J'ai pas éclairci, mais lui apparemment échappe à tout ça. Et il vend à un certain Victor de Trimont. Alors là, les de Trimont, ça nous ramène à tout près d'ici. Je vais vous parler de tout ça. Les de Trimont, c'est aussi toute une affaire. Hein. Victor de Trimont est intendant de la généralité de Montauban. Je suis allé aux archives de Montauban, j'ai trouvé plein de documents sur de Trimont avant qu'il devienne seigneur de Metz. Hein. Et il achète donc en pleine tourmente révolutionnaire. Il ne sera pas beaucoup inquiété. Je crois qu'il sera arrêté quelques semaines et puis relâché. Enfin bon, il vit tranquillement au château de Metz. Les de Trimont vivent à Metz, à telle enseigne que, passé l'Empire, c'est lui, de Trimont, qui va devenir le maire de Metz, hein, pour un certain temps, probablement jusqu'à sa mort, enfin, aux alentours de 1820. Victor de Trimont. Il a un fils, Pierre-Louis-Victor de Trimont. J'ai trouvé dans la monographie une trace un renseignement selon lequel Madame de Trimont, la veuve de Daniel Victor, serait morte assassinée lors d'un vol au château. J'ai pas trouvé d'autres traces que ce qui est écrit dans la monographie de Barthélemy dans les années 60. Là, je ne peux pas vous le confirmer, mais je vous l'indique puisque c'est écrit à ce moment-là. Pierre-Louis-Victor, le fils, se marie avec Marie-Joseph Crignon d'Ouzouer, vicomtesse de Trimont, qui survit, et la pauvre dame vit seule dans le château, et c'est elle qui meurt dans l'incendie du château ce 6 décembre 1871. Voilà.
le château disparaît, le château brûle, la châtelaine avec, et le château est vendu à démolition en 1877. C'est un peu lamentable, un peu triste comme fin d'histoire, mais voilà, c'est la réalité des choses. Je dois vous dire qu'il y a quand même un épilogue à tout ça, c'est que j'ai su par Maître Broyer, notaire à Metz autrefois, que les deux Trimont étaient en réalité retirés en Normandie. Et j'ai eu un jour au téléphone Bernard de Trimont, fils ou petit-fils de la châtelaine, et il a vraiment rien voulu me dire. Il m'a dit, bon, tout a brûlé en une nuit, on n'a plus de papier, on n'a plus d'archives. Et en ma qualité d'artiste, un beau jour, il n'y a pas bien longtemps, je suis allé donner un stage à Bayeux. Et j'ai rencontré des gens qui avaient connu ce Bernard de Trimont, qui m'ont dit, ah oui, c'était un personnage très taciturne, très renfermé, il vivait tout seul. Et à sa mort, ce sont ses amis et ses voisins qui se sont occupés des obsèques. Vous voyez comme c'est une fin assez lamentable, assez triste. J'ai su où étaient les tombes de famille dans un petit bled de la plaine de Caen qui s'appelle Lingèvre. Et là, j'ai trouvé les tombes des deux Trimont. Hein, et il y avait donc des gens qui étaient nés à Metz. Hein, et ils sont enterrés là-bas. Et alors, comble du malheur, de la tragédie, ils étaient dans un château à Lingèvre. Et savez-vous, ce château, en juillet 44, eh ben, il a brûlé aussi. Voilà, ils n'avaient pas de veine. Hein. Ils n'avaient pas de veine. Ah. Bon voilà, j'en ai terminé avec l'histoire riche et assez longue du... Mais quand même, je voudrais vous lire une petite chose. C'est factuel, c'est une postface, si vous voulez. C'est la petite notice qu'on a sur la seigneurie de Metz aux archives de Chamarande, dans l'Essonne. Elle porte une cote, comme toutes les archives, c'est la 122J. Et l'archiviste en chef de l'époque, Sylvie Leclèche, certains l'ont connue, probablement, elle a beaucoup fait parler d'elle, en bien d'ailleurs, dit ceci, elle fait une petite note: le fonds de la seigneurie de Metz est à mettre en relation avec les papiers Française d'Aville qui contiennent 3 plans de seigneurie dépendant de Metz, Saint-Éloi, Bunot et Boigneville. Hein, pour les Boignevillois, il y a aussi un plan, et qui sont conservés aux archives de l'Essonne sous les cotes, je parle des plans, E974 et E976. Celui-là, je crois que c'est le vrai, c'est le 974, je crois. Ce fonds portait la référence 22J aux archives de Seine-et-Oise, puis des Yvelines. Il entra aux anciennes archives de Seine-et-Oise le 12 août 1895 par don de la mairie de Metz, probablement parce que l'archiviste départemental de Seine-et-Oise, un certain monsieur Stein, dont nous parlons pas mal, l'avait remarqué lors d'une de ses inspections d'archives communales. Vous savez, cet article incendiaire où il dit « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ces archives qui traînent partout, on en a volé plein, il faudrait mieux les envoyer à Versailles. » Ce fut fait. Ce fut fait. On en a la preuve ici dans ce texte. Hein. Il y fut classé et conservé jusqu'à sa dévolution à la séparation des départements aux archives de l'Essonne, mais la dévolution a eu lieu beaucoup plus tard, en 1997. Le fonds intéresse les prieurés de Saint-Médard, et il ajoute de Saint-Éloi de Metz. C'est pas un prieuré à Metz, c'est une seigneurie, bon voilà, si elle était là je lui dirais, et la seigneurie des Murs à Metz, canton de Milly, appartenant à la famille Hureau de Bois-Taillé. Il est classé selon une division chronologique ancienne, chaque pièce étant conservée dans une chemise portant une analyse. Une de ces chemises se promène, parce que les élus de Metz ont oublié, lorsqu'ils ont renvoyé les cartons à Versailles, ils ont oublié cette copie double, hein, qui est d'ailleurs vide, enfin bon, les successeurs s'en sont servis. Vous savez, à l'époque, on jetait rien, et on s'est servi,
c'était la chemise cimetière et concession. Dans les années 1880, peut-être, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Et puis quand on retourne, on voit cette belle écriture du 18e, acte de présentation, foi et hommage. Voilà, j'en ai terminé. Si ça vous intéresse, allez voir la 122J à Chamarande, il y en a plusieurs mètres. Hein. Il y a beaucoup de cartons. Voilà, voilà, c'est terminé. Merci. Si vous avez des questions, bien sûr, de toute la ville, le château est effacé. Ah, d'accord. Mais à mon avis, ça c'est une ruse révolutionnaire. Ah bon. On a effacé le château parce qu'on ne voulait pas montrer qu'il y avait un château. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose. Il a dû être très remanié à la Renaissance ou à l'époque. Oui, c'est probable que les Huros se sont intéressés à leur domaine. Donc le plan nu n'est pas fiable. Les Huros se sont intéressés à leur domaine, ils ont embelli le château, ils ont créé le parc, ça c'est à peu près sûr. Et voilà, ils ont amélioré. Mais les refuges, à mon avis, ne sont pas venus très souvent parce qu'ils avaient une seigneurie principale qui était à Vitry-sur-Seine. Ils résidaient à Vitry. Ils venaient ici. Il y a de vieilles querelles. On ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a des vieilles querelles entre l'intendant des refuges et le curé de Saint-Médard. Parce que l'intendant ne verse pas bien la portion congrue. Et le pauvre curé, il attend et l'intendant de refuge ne verse pas la portion congrue. Voilà. Ah oui, c'est lequel? Ici, tout à l'heure, on l'a pris sur verre. Ah oui, sur la ligne. Non, après le boulanger.